Steve McQueen, le roi du cool, a marqué Hollywood avec ses rôles emblématiques et son esprit rebelle. Connu pour ses cascades audacieuses et sa présence magnétique à l'écran, McQueen était le symbole ultime d'indépendance et d'aventure. Mais derrière les voitures rapides et son personnage intrépide, sa vie fut marquée par une profonde tragédie. Dans cette vidéo, nous allons explorer les circonstances déchirantes entourant la mort prématurée de Steve McQueen et la perte dévastatrice de sa fille. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires détaillées sur les stars qui ont laissé un héritage inoubliable. Un séducteur du grand écran des années 50. Steve McQueen, souvent salué comme le roi du cool, a laissé une empreinte indélébile sur le cinéma grâce à ses performances captivantes et sa présence charismatique à l'écran dès les années 1950. Né le 24 mars 1930 à Beech Grove, dans l'Indiana, la jeunesse de McQueen fut un mélange tumultueux d'instabilité et de rébellion. Son enfance difficile et son passage chez les Marines ont façonné une personnalité rugueuse qui définirait plus tard ses rôles à l'écran. Les débuts de McQueen dans le métier d'acteur ont commencé par une série de petits rôles à la télévision. Mais son grand moment est arrivé en 1958 avec la série télévisée Wanted, Dead or Alive. En incarnant Josh Randall, un chasseur de primes mêlant dureté et vulnérabilité, McQueen a rapidement captivé le public avec son charme brut et ses performances nuancées. Ce rôle fut essentiel, démontrant sa capacité à mêler un extérieur dur avec une véritable profondeur émotionnelle, préparant ainsi le terrain pour son succès futur. Les années 1960 ont marqué la transition de McQueen vers le cinéma, où sa célébrité a véritablement décollé. Sa performance dans Les 7 mercenaires. En 1960, l'a présenté à un public plus large, et son rôle de l'énigmatique et audacieux capitaine Virgil Eltz dans La Grande Évasion. En 1963, a solidifié son statut de tête d'affiche. Dans ce film, la performance de McQueen, en particulier sa scène emblématique de saut à moto, est devenue le symbole de son esprit rebelle et de son approche sans peur du jeu d'acteur. Le rôle le plus iconique de McQueen est venu avec Ulu Bolite, sorti en 1968, où il incarnait Frank Bolite, un flic coriace de San Francisco mêlé à une enquête sur un meurtre complexe. Le film est célèbre pour sa séquence de poursuite en voiture révolutionnaire, qui a mis en avant les talents de pilote de McQueen et a renforcé sa réputation de star d'action. Sa performance dans The Bullet était une leçon d'intensité et de sang-froid, capturant parfaitement l'air du temps de la fin des années 660. L'impact de McQueen sur le cinéma allait au-delà de son talent d'acteur. Son style distinctif, incluant son goût pour les vestes en cuir et sa passion pour les motos, est devenu des références culturelles. Il est devenu un symbole de sophistication cool et d'individualisme robuste, influençant la mode et la pop culture bien après sa mort. L'héritage de Steve McQueen perdure à travers ses rôles iconiques et l'attrait intemporel de sa présence à l'écran. Ses contributions au cinéma, caractérisées par un mélange rare de charisme, de profondeur et d'intensité, ont fait de lui une icône du grand écran dont l'influence résonne à travers les générations. Bien que sa carrière ait été tragiquement interrompue par sa mort en 1980, McQueen continue d'inspirer et de captiver les spectateurs, réaffirmant son statut de légende cinématographique. Un style de vie malsain. McQueen était connu pour son dévouement intense à la forme physique, maintenant une routine quotidienne rigoureuse comprenant 2 heures de musculation et, à un moment donné, courir 5 miles par jour. Son engagement envers l'excellence physique s'est étendu à l'apprentissage de l'art martial Tang Soo Do sous la direction du maître ceinture noir 9e, Dan Pat E. Johnson. Cependant, son régime d'entraînement intense était accompagné d'un style de vie tout aussi intense. Le photographe William Claxton a révélé que McQueen consommait presque quotidiennement de la marijuana pour l'aider à supporter les exigences de son entraînement rigoureux.
Le biographe Mark Elliott a ajouté plus tard que la consommation de drogue de McQueen dans les années 70 était devenue importante. Ce n'était pas le seul vice auquel McQueen s'adonnait. Il était également un gros fumeur et buvait excessivement. Son mode de vie festif le rattrapa en 1972, lorsqu'il fut arrêté pour conduite en état d'ivresse à Anchorage, en Alaska. Au début de 1978, la santé de McQueen commença à se détériorer. Une toux persistante le poussa à arrêter de fumer et à chercher des traitements antibiotiques, mais rien n'a fonctionné. Ses difficultés respiratoires s'aggravèrent et, après avoir terminé le tournage de The Hunter, le 22 décembre 1979, les médecins ont pratiqué une biopsie, diagnostiquant chez McQueen un mésothéliome pleural. Ce cancer agressif, souvent lié à l'exposition à l'amiante, était incurable. McQueen soupçonnait que son exposition à l'amiante avait eu lieu sur les plateaux de tournage, en particulier à cause de l'isolation des studios. Il croyait également que les combinaisons de protection et les casques qu'il portait pendant ses courses automobiles avaient pu jouer un rôle. Cependant, il attribuait principalement cette exposition à son temps passé chez les Marines, où il avait retiré l'isolation en amiante des tuyaux à bord d'un navire de troupes. En février 1980, le cancer s'était propagé dans tout son corps. Bien que McQueen ait essayé de garder sa maladie secrète, la presse a révélé son état le 11 mars 1980, indiquant qu'il souffrait d'un cancer en phase terminale. Désespéré de trouver un remède, McQueen s'est rendu à Rosarito Beach, au Mexique, en juillet 1980 pour suivre des traitements non conventionnels après que les médecins américains lui aient annoncé qu'aucune autre intervention médicale ne pourrait prolonger sa vie. Cette décision controversée a mis McQueen sous les projecteurs alors qu'il cherchait un traitement auprès de William Donald Kelly, un praticien de la médecine alternative qui prônait une variation de la thérapie Gerson. Le régime de traitement de Kelly comprenait des lavements au café, des shampoings fréquents, des injections de cellules vivantes de bovins et de moutons, des massages, et la laitryl, un médicament anti-cancer discrédité et dangereux. Pendant son séjour de 3 mois au Mexique, McQueen aurait payé plus de 40 000 $ par mois pour ses thérapies, soit l'équivalent d'environ 148 000 $ en 2023. La frénésie médiatique autour du traitement de McQueen s'est intensifiée à cause du passé controversé de Kelly, notamment la perte de sa licence d'orthodontie en 1976. Malgré les affirmations audacieuses de Kelly selon lesquelles McQueen se rétablirait complètement et reprendrait une vie normale, son état n'a fait qu'empirer. Au début d'octobre 1980, McQueen est rentré aux États-Unis, mais de grosses tumeurs s'étaient déjà développées dans son abdomen et le cancer avait métastasé davantage, ne laissant guère d'espoir de guérison. Les derniers moments de Steve McQueen et la fin d'une querelle de 20 ans, avec Yul Brynner. Fin octobre 1980, Steve McQueen s'est rendu à Ciudad Juárez, au Mexique, pour subir une opération à haut risque visant à retirer une tumeur de 2,3 kg de son foie. Malgré les avertissements de ses médecins américains selon lesquels la tumeur était inopérable et que son cœur ne pourrait pas supporter l'intervention, McQueen a décidé d'aller de l'avant. Sous le pseudonyme de Samuel Shepard, il s'est enregistré dans une petite clinique de Juárez où le personnel ignorait complètement son identité. Le 7 novembre 1980, seulement 12 heures après l'opération visant à retirer ou réduire plusieurs tumeurs dans son cou et son abdomen, McQueen a subi une crise cardiaque et est décédé à 3h45 du matin. Il avait 50 ans. Selon sa femme, McQueen est mort paisiblement dans son sommeil. Il a été incinéré et ses cendres ont été dispersées dans l'océan Pacifique. Des années auparavant, en 1960, McQueen avait joué aux côtés de Yul Brynner dans le classique western Les 7 mercenaires, un remake de Les 7 samouraïs.
Briner, qui avait une influence considérable sur le casting, avait insisté pour que McQueen rejoigne le film. Cependant, cette décision avait conduit à une relation tendue entre les deux acteurs. Bien que Briner ait nié toute querelle sur le plateau, déclarant « Je ne me dispute jamais avec les acteurs, je me dispute avec les studios », la réalité était tout autre. McQueen, connu pour son tempérament rebelle, s'est rapidement agacé de ses répliques limitées qui se réduisaient initialement à seulement 7 phrases. Déterminé à se faire remarquer, il employa une série de gestes subtils pour voler la vedette à Briner. Son coéquipier Eli Wallach se souvient que McQueen secouait ses cartouches de fusil ou retirait son chapeau pour vérifier le soleil lors des scènes qu'il partageait. Dans un moment mémorable, McQueen se pencha même depuis sa selle pour ramasser de l'eau avec son chapeau, alors que les personnages traversaient un ruisseau, détournant ainsi l'attention de Briner. Briner, fatigué des pitreries de McQueen, finit par le confronter en le prévenant. « Si tu continues, je vais enlever mon chapeau, et alors plus personne ne te regardera pour le reste du film. » Pour surveiller les tentatives de McQueen de lui voler la vedette, Briner alla jusqu'à engager un assistant pour compter le nombre de fois où McQueen touchait son chapeau pendant ses répliques. La rivalité s'étendit au-delà de la simple interprétation. Les deux stars tentaient constamment de se surpasser, y compris sur leur apparence physique. Briner, déterminé à paraître plus grand, se tenait sur de petits monticules de terre lors des scènes avec McQueen. En réponse, McQueen donnait des coups de pied dans les monticules chaque fois qu'il passait à côté. Robert Vaughn, un autre acteur du film, se souvient que McQueen critiquait le revolver Colt Peacemaker de Briner, le trouvant trop sophistiqué, et se plaignait même du cheval de son coéquipier, bien que celui de Vaughn fût plus grand. La tension entre Briner et McQueen finit par se répandre sur le reste du casting, incluant Charles Bronson, alors que chacun tentait de voler la vedette pour attirer davantage l'attention. Ce chaos en coulisses se refléta dans le film final, laissant le réalisateur John Sturges en difficulté pour contrôler son casting. Des années plus tard, alors que McQueen était mourant d'un cancer en 1980, il appela Briner. Dans un geste inattendu, McQueen exprima sa gratitude à Briner, se réconciliant enfin après des années de tension. C'était une fin poignante à une rivalité qui avait marqué l'un des rôles les plus emblématiques de McQueen. Hommage à sa fin douloureuse. Les funérailles de Steve McQueen marquèrent la fin d'une époque pour Hollywood. Il n'était pas seulement une icône du cinéma, mais aussi un symbole de rébellion et d'individualisme robuste qui avait défini le cinéma des années 660 et 70. McQueen décéda à l'âge de 50 ans, après une longue bataille contre un mésothéliome pleural, un cancer rare et agressif lié à une exposition à l'amiante. Ses funérailles furent une cérémonie privée, mais elles furent accompagnées d'hommages publics de la part de ses co-stars, amis et de l'industrie du cinéma, célébrant un homme qui avait laissé une empreinte durable à Hollywood. Parmi les hommages les plus émouvants figurait celui d'Ali MacGraw, qui avait partagé une relation passionnée et tumultueuse avec McQueen. MacGraw, célèbre pour son rôle dans The Love Story, avait rencontré McQueen lors du tournage de The Getaway en 1971. Leur alchimie fut immédiate et intense. Cet homme pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et hommes, femmes et enfants disaient tous « Wow, qu'est-ce que c'est ?» déclara-t-elle à propos de la présence magnétique de McQueen. Réfléchissant à leur relation, MacGraw admit « J'aurais aimé que nous vieillissions tous les deux sobrement », reconnaissant les difficultés qu'ils avaient tous deux rencontrées avec l'abus de substances. Leur relation fut aussi volatile qu'elle était profonde, avec MacGraw remarquant « Il y avait des jours merveilleux et des jours affreux ». Malgré la turbulence, l'hommage de MacGraw était empreint de chaleur et de nostalgie, évoquant l'amour qu'ils avaient partagé et le chemin qu'ils n'avaient jamais pu parcourir ensemble. Les co-stars et collègues de McQueen partagèrent également leurs souvenirs de l'homme qu'ils connaissaient comme une présence imprévisible sur le plateau et un acteur charismatique. Eli Wallach, qui avait travaillé avec McQueen sur Les 7 mercenaires,
se souvient de la capacité de McQueen à voler des scènes par des actions subtiles, comme secouer ses cartouches de fusil ou ajuster son chapeau, lui valant le surnom de « roi du cool ». Wallach déclara « Steve avait cette capacité à attirer l'attention même lorsqu'il ne parlait pas. Il n'avait pas besoin de dire grand-chose, sa présence parlait pour lui. » Cela reflète ce que beaucoup pensaient de McQueen. Son approche minimaliste du dialogue et de l'interprétation permettait à son langage corporel et à son intensité à l'écran de transmettre plus que des mots ne pourraient jamais le faire. Des publications renommées comme The New York Times et The Los Angeles Times évoquèrent la carrière de McQueen, le qualifiant de symbole d'un Hollywood qui avait embrassé l'anti-héros. The Los Angeles Times écrivit « McQueen incarnait le mâle américain calme et robuste, le loup solitaire, l'exclu. » C'était un homme de peu de mots, mais chaque geste, chaque regard portait un poids qui captivait le public. En tant que star de films tels que Bullitt, La Grande Évasion et Papillon, McQueen était le visage d'une génération qui valorisait la ténacité, l'indépendance et la rébellion contre les normes. Les hommages ont également afflué de la part de réalisateurs et producteurs ayant travaillé avec McQueen au fil des ans. John Sturges, qui avait dirigé Les 7 mercenaires et La Grande Évasion, déclara dans des interviews avant sa propre disparition « Steve était une force de la nature. Il pouvait être difficile, certes, mais c'est ce qui faisait sa grandeur. Il ne faisait aucun compromis, ni à l'écran, ni dans la vie. » Lors des funérailles, l'atmosphère était marquée par la présence discrète de ceux qui le connaissaient le mieux. McQueen fut incinéré et ses cendres furent dispersées dans l'océan Pacifique, reflétant l'esprit libre qu'il était dans la vie. Sa disparition n'était pas seulement la perte d'un grand acteur, mais la clôture du chapitre d'une légende hollywoodienne qui avait redéfini le rôle de l'homme de premier plan. Sa carrière, pleine de performances emblématiques, et sa vie, un mélange de triomphes et de luttes, restent inoubliables pour ceux qui l'ont connu et pour les millions de fans qui l'admiraient. Ses relations tumultueuses. Steve McQueen, l'ultime symbole du cool à Hollywood, était adoré par des fans du monde entier, mais sa vie personnelle était loin de l'image aventureuse et insouciante qu'il projetait à l'écran. En coulisses, les relations de McQueen étaient marquées par des turbulences, en particulier avec les femmes de sa vie, caractérisées par l'infidélité, la possessivité et les tourments émotionnels. La première grande relation de McQueen fut avec l'actrice philippine Neil Adams. Ils se sont mariés le 2 novembre 1956, alors que McQueen était encore étudiant à l'école d'art dramatique de Stella Adler à New York. Ensemble, ils eurent 2 enfants, Terry Leslie et Chad. Bien que leur mariage ait duré jusqu'en 1972, il fut rempli de difficultés. Adams révéla plus tard dans son autobiographie « My Husband, My Friend » qu'elle avait subi un avortement lors de la dégradation de leur mariage en 1971. Malgré leur séparation, l'héritage de McQueen perdure à travers leur famille, notamment leur petit-fils Stephen R. McQueen, qui a suivi les traces de son grand-père à Hollywood. Le schéma de relations difficiles de McQueen s'est poursuivi tout au long de sa vie. Il eut plusieurs liaisons, notamment avec l'actrice Mamie Van Doren et le mannequin Lauren Hutton, et pendant sa séparation d'avec Adams, il entretint une relation avec Barbara Leigh, sa partenaire dans Junior, Bonheur. Leur liaison aboutit à une grossesse qui se termina par un avortement, reflet de la vie personnelle chaotique de McQueen. En 1973, McQueen épousa l'actrice Ali MacGraw, qu'il rencontra pendant le tournage de The Getaway. Leur relation était à la fois passionnée et difficile, MacGraw décrivant leur alchimie comme « chimique ». Cependant, leur mariage se détériora rapidement. MacGraw, qui subit une fausse couche durant leur union, décrivit plus tard les montagnes russes émotionnelles de leur relation, déclarant « Il y avait des jours merveilleux et des jours affreux. »
La nature contrôlante de McQueen et son manque de soutien pour les ambitions d'actrice de McGraw créèrent des tensions considérables dans leur mariage. Malgré cela, des amis notèrent que McQueen resta dévouée à McGraw jusqu'à sa mort, et beaucoup la considéraient comme son véritable amour. Le dernier mariage de McQueen fut avec le mannequin Barbara Minty en janvier 1980, quelques mois seulement avant sa mort. À cette époque, McQueen s'était converti au christianisme évangélique, influencé par son instructeur de vol, Sammy Mason, et par Minty elle-même. Sa foi s'approfondit vers la fin de sa vie et il reçut la visite de l'évangéliste Billy Graham peu avant son décès. Bien que McQueen fût perçu publiquement comme un séducteur, ses relations personnelles se terminaient souvent dans la dysfonction. Il était connu pour ses infidélités et sa possessivité, ainsi qu'une tendance à l'abus émotionnel et physique. Ce côté sombre fut exemplifié par un incident troublant avec Neil Adams. Sous l'emprise de la cocaïne, McQueen devint paranoïaque et accusa Adams d'infidélité, allant jusqu'à lui presser un pistolet sur la tempe dans un accès de rage. Les conséquences de cet incident laissèrent Adams émotionnellement et physiquement épuisée, et elle prit finalement la décision déchirante d'interrompre une grossesse sous le poids du comportement abusif de McQueen. Après la mort de McQueen, des histoires comme celle-ci refirent en surface, dressant le portrait d'un homme qui considérait les relations à travers le prisme du contrôle et de la domination. Bien que son image publique fût celle d'un bad boy hollywoodien par excellence, la réalité était celle d'une vie marquée par le chaos émotionnel, laissant derrière lui un héritage complexe et souvent troublant. Les enfants et petits-enfants de Steve McQueen. Les enfants de Steve McQueen jouent un rôle important dans la préservation de son héritage, incarnant à la fois sa vie personnelle et son dévouement à la famille. Ses trois enfants, Chad McQueen, Terry McQueen et Molly McQueen, sont un témoignage de son impact durable, tant dans le monde du divertissement qu'au-delà. Chad McQueen, le seul fils de Steve, a suivi les traces de son père dans l'industrie du divertissement, se faisant un nom à la fois comme acteur et pilote de course. Son travail dans les films, associé à sa passion pour les sports mécaniques, reflète l'esprit aventureux de son père. Terry McQueen, la fille aînée de Steve, est devenue une productrice de films à succès, laissant sa propre empreinte à Hollywood. Lorsque Steve est décédé en 1980, il a légué à Terry une précieuse Porsche 911 de 1969. Après la mort prématurée de Terry en 1998, la voiture est passée à Chad, qui a également hérité d'un autre des véhicules précieux de son père, une Porsche 356 de 1980-1958. Molly McQueen, la plus jeune, s'est consacrée à la philanthropie, soutenant activement diverses causes. Les enfants de Steve McQueen ont maintenu des liens solides entre eux et avec leur famille élargie, choisissant de garder une grande partie de leur vie personnelle à l'abri des projecteurs. Malgré leur notoriété partagée, ils accordent une grande importance à la vie privée et apparaissent rarement dans les médias. Une partie importante de l'héritage de Steve McQueen se perpétue à travers son petit-fils, Stephen R. McQueen, fils de Chad McQueen. Suivant les traces de son grand-père, Stephen a su bâtir une carrière réussie dans le domaine de la comédie, se faisant remarquer pour son rôle de Jeremy Gilbert dans The Vampire Diaries. Il s'est également distingué en incarnant Jimmy Borelli dans Chicago Fire et en apparaissant dans Chicago PD. Grâce à ses rôles marquants, Stephen continue de faire vivre le nom McQueen à Hollywood, apportant son propre talent et son charisme à l'écran. En dehors de la comédie, Stephen se consacre avec passion à des œuvres philanthropiques, notamment avec le Thirst Project, qui se concentre sur la résolution de la crise mondiale de l'eau. Ses publications sur les réseaux sociaux mettent souvent en avant son engagement auprès de cette organisation, y compris une collecte de fonds en 2019 et un récent voyage en Eswatini pour aider à fournir un accès à de l'eau potable. Stephen a exprimé ouvertement comment le visionnage des films de son grand-père, ainsi que ceux de Marlon Brando et James Dean, ont éveillé son intérêt pour la comédie à l'adolescence.
Réfléchissant à son nom de famille célèbre, Steven a admis que porter l'héritage des McQueen s'accompagne d'un sentiment de pression, mais cela le motive aussi à tracer son propre chemin. Il reconnaît le poids des attentes, mais reste déterminé à réussir selon ses propres termes, honorant ainsi la mémoire de son grand-père, tout en construisant sa propre carrière unique. La vie et la mort tragique de Terry McQueen. Terry Leslie McQueen, né le 5 juin 1959, était l'aîné des enfants du légendaire acteur Steve McQueen et de sa première épouse, Neil Adams. Bien que Terry fût la fille de l'une des figures les plus emblématiques d'Hollywood, elle n'a pas suivi les traces de son père en devenant actrice. Au lieu de cela, elle a tracé son propre chemin, se faisant une place derrière les coulisses de l'industrie du divertissement. Terry a poursuivi une carrière dans la production cinématographique et a travaillé un temps comme cadre pour une société de production, ce qui lui a permis de s'engager avec Hollywood sans être sous les feux des projecteurs. Bien qu'elle ait eu accès à un monde de célébrité et de richesse, elle préférait garder un profil bas, se concentrant sur son travail dans la production et sur sa vie de famille. L'un de ses rôles était de travailler au sein d'une société de production cinématographique nommée Papillon Productions, probablement en référence à l'un des films célèbres de son père. Papillon, sorti en 1973. Au-delà de sa vie professionnelle, Terry est devenue une fervente défenseuse des causes philanthropiques, en particulier celles liées à la santé et au bien-être. Elle s'est impliquée dans plusieurs organisations caritatives, motivée par son désir de rendre à la communauté. Comme son père, Terry aimait l'océan et participait activement aux efforts de conservation de l'environnement. Terry McQueen est tragiquement décédé en mars 1998 à l'âge de 38 ans, des suites d'une insuffisance hépatique. Sa mère a révélé que Terry avait subi une greffe de foie dans une tentative désespérée de lui sauver la vie. Malheureusement, malgré l'intervention chirurgicale, l'état de Terry s'est aggravé à cause des années de lutte contre l'hémochromatose et la pancréatite, qui avaient gravement endommagé son foie. Les effets cumulatifs des analgésiques sur ordonnance ont également aggravé son état, menant à son décès prématuré. Elle souffrait également de graves problèmes de santé, notamment des troubles respiratoires, avant sa mort. Sa disparition marqua un chapitre douloureux pour la famille McQueen, qui avait déjà fait face à des défis importants sous les feux de la rampe. Terry laissait derrière elle une fille, Molly, qui avait 10 ans au moment de sa mort. Bien qu'elle n'ait pas atteint le même niveau de célébrité que son père, Terry McQueen mena une vie remplie de dévouement, de créativité et de services discrets, apportant ses propres contributions à l'industrie du divertissement et au-delà. Son héritage perdure à travers sa famille et les œuvres caritatives qu'elle soutenait. Comme nous l'avons vu, les vies d'icônes comme Steve McQueen peuvent être remplies à la fois de moments incroyablement hauts et de tragédies dévastatrices. La perte de Steve et de sa fille nous rappelle la fragilité de la vie, peu importe le succès ou la renommée. Selon vous, quel est le plus grand héritage de Steve McQueen? Ses films, son attitude face à la vie ou autre chose? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de plongées profondes dans les vies des légendes d'Hollywood. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.